bonsoir à tous. À la une de ce journal, à la veille des obsèques officielles du président tchadien Idriss Déby Itno, des syndicats, acteurs de la société civile et opposants se mobilisent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un coup d'État constitutionnel et exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'un véritable dialogue inclusif. Pendant ce temps, le Conseil militaire de transition multiplie les concertations avec les forces vives de la nation tchadienne et les diplomates. À suivre dans ce journal, le point sur l'arrivée des délégations officielles et des chefs d'État devant assister à ces obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno. Au Cameroun, des poches d'insécurité se multiplient alors qu'à Bamenda, une attaque meurtrière perpétrée il y a quelques jours a coûté la vie à au moins 6 personnes. Des malfrats sèment la terreur à Toubouro dans le Mayoret, poussant les populations à dénoncer le laxisme des autorités face à la recrudescence du grand banditisme et des attaques terroristes. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons tout de suite le cap sur N'Djamena, la capitale du Tchad, qui accueille depuis cet après-midi des délégations officielles et des chefs d'État devant assister aux obsèques officielles du président Idriss Déby Itno, obsèques officielles prévues dès demain, vendredi. Pour le cas du Cameroun, c'est le ministre de la Défense qui représentera le chef de l'État, Paul Biya. Et bien avant l'arrivée de cette délégation, le président du Conseil militaire de transition multiplie les concertations à la fois avec des diplomates et les forces vives de la nation. Parmi les forces vives de la nation tchadienne, il y a des acteurs de la société civile, des syndicats, des avocats et opposants qui s'insurgent contre ce coup d'État constitutionnel et demandent qu'il y ait un dialogue inclusif et le retour de l'ordre constitutionnel. D'autres précisions avec Gladys Sidé. Depuis l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno, le Conseil militaire de transition est aux affaires, avec comme président le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby. À quoi s'est-il attelé ces derniers jours? Mahamat Idriss Déby a accordé plusieurs audiences. Il a notamment reçu l'ambassadeur de France au Tchad et plusieurs leaders religieux. Nous avons échangé avec le président du Conseil militaire de transition sur les enjeux de la période qui s'ouvre, sur les questions de sécurité, mais aussi sur les signaux forts qu'il faut adresser sur la dimension civile du gouvernement qui conduira cette période de transition vers la sortie et de nouvelles élections. Nous sommes de longue date aux côtés du peuple tchadien et nous serons aux côtés du peuple tchadien pendant cette période de transition, sous ses volets militaires, sous ses volets civils également. Il s'est aussi entretenu avec les membres du Conseil national de dialogue politique. Au cours de cette rencontre, il a déclaré que le Conseil militaire de transition n'a aucune ambition de gouverner solitairement le pays. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu à un gouvernement civil issu des élections. Dans la même lancée, une charte de la transition prévoyant l'abrogation de la Constitution a été publiée pendant quelques heures sur le site de la présidence avant d'être retirée. Il ne s'agissait pas de la bonne version selon le Conseil militaire de transition. Le président de l'Assemblée nationale, dans un communiqué, a dit prendre acte de la mise en place du Conseil militaire de transition, de la désignation des membres de ce Conseil, mais aussi de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, et compte apporter son soutien au Conseil militaire et particulièrement à son président. L'opposition, de son côté, dénonce un coup d'État institutionnel. Les partis politiques de l'opposition sont contre la transition qui balaie, selon eux, les dispositions de la Constitution tchadienne. Dans un communiqué, une trentaine de partis politiques appellent à l'instauration d'une transition dirigée par les civils à travers un dialogue inclusif. Les obsèques du président Idriss Déby Itno sont prévues vendredi 23 avril 2021. Emmanuel Macron, le président français, y est annoncé.
À présent, des images et témoignages exclusifs marquant Germaine Ahidjo à Dakar, au Sénégal, une disparition qui devrait, selon des leaders politiques et des Camerounais, pousser le président de la République, Paul Biya, à s'engager sur la voie de la réconciliation nationale et l'apaisement des cœurs meurtris par cette mort en exil. De cette mort en exil du premier président de la République du Cameroun et son épouse. Des précisions dans ce reportage signé Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Au cimetière de Yoff à Dakar, un corbillard ayant à son bord la dépouille de Germaine Abiba Ahidjo, la toute première dame du Cameroun indépendant, décédée en terre sénégalaise le 20 avril 2021. À son inhumation, quelques membres de la famille, des amis sénégalais et une forte communauté camerounaise voient la terre se refermer sur le cercueil de maman Germaine, comme tous l'appelaient affectueusement. Nous sommes très heureux de perdre notre maman Germaine Ahidjo. Ça nous fait très mal au cœur. Nous sommes tristes. Raison pour laquelle nous sommes venus là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Cette perte, nous exprimons notre désolation parce que c'est un moment qui est parti. Les étudiants la considéraient comme étant un patrimoine et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être déçus parce que les funérailles ne se sont pas passées effectivement comme nous l'espérions. Le site de la dernière demeure de Germaine Ahidjo n'a pas été choisi au hasard. C'est bien ici que repose son mari, Amadou Babatoura Ahidjo, le tout premier président de la République qui dirigea le Cameroun de 1960 à sa démission le 6 novembre 1982. Pour de nombreux Camerounais résidant au Sénégal et tous ceux qui ont fait le déplacement pour Dakar, les officiels de l'ambassade du Cameroun au Sénégal et le président Macky Sall qui s'est fait représenter, l'hommage est tout mérité pour Germaine Ahidjo, une grande figure et témoin privilégié du déroulement de l'histoire politique du Cameroun, de sa rencontre avec Amadou Ahidjo en 1955 jusqu'à son décès en exil le 30 novembre 1989. Moi je l'ai connu parce que j'ai quand même 72 ans. J'ai connu avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc j'ai vécu tous les événements du Cameroun du temps d'Ahidjo. Rendre cet hommage à Germaine Ahidjo, c'est rendre un hommage au Cameroun. C'est un devoir de mémoire. Nos enfants doivent savoir que Ahidjo fut notre premier président et que Germaine Ahidjo fut son épouse. De la disparition du premier chef de l'État camerounais à son enterrement à Dakar, la mère de Aminatou Ahidjo respirait et vivait pour un seul combat. Forcer la main à Paul Biya, le successeur constitutionnel de son époux, à ramener les restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun et offrir en son honneur des obsèques officielles à sa mémoire. Décédée à l'âge de 89 ans, Germaine Abiba Ahidjo quitte la scène sans avoir vu de ses propres yeux le transfert au bercail de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Si les enfants des illustres disparus ont presque abandonné le combat de toute une vie de leur mère, c'est désormais les corps du premier couple présidentiel camerounais que le peuple espère voir un jour revenir sur sa terre natale. Germaine Ahidjo s'en va donc avec tout un pan de l'histoire politique du Cameroun. C'est un nouvel assassinat des civils sur le théâtre de la crise anglophone. Au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque survenue dans le 2e arrondissement de Bamenda. Des hommes armés ont surgi, ouvrant le feu sur des populations rassemblées dans un débit de boissons pour se rafraîchir. D'autres précisions avec Stellambou et Donald Brice Kamgan. Au lieu d'Imai 90, dans le nord-ouest, une foule de riverains rassemblés. Chacun de ses habitants tente d'identifier les dépouilles des siens à cet endroit. Sur place, plusieurs camps ont été extraits. Des personnes civiles tuées la veille dimanche au soir dans un snack bar. Cette jeune fille a perdu son frère. D'après des témoignages concordants, un groupe d'hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes a fait éruption dans ce snack bar situé dans le 2e arrondissement de Bamenda. Aveuglement
Ils ouvrent le feu sur les personnes présentes. Il était environ 22 heures. J'étais au bar. Je ne sais pas trop comment les choses se sont passées. J'ai juste entendu des tirs. L'attaque a fait 6 morts, d'après un dernier bilan. Puis un blessé des 3 refaits à l'hôpital régional de Bamenda aurait succombé le lendemain. De sources dans ce quartier du 2e arrondissement, les assaillants visaient des soldats qui venaient de se désaltérer dans ce snack bar à la fin de la journée. Une attaque meurtrière survenue dans la nuit de dimanche à lundi dernier. À Toubouro, dans le Mayorais, ce sont des malfrats qui sèment la terreur, ils torturent, pillent et prennent des otages dans des villages de cette commune. Exaspérées, les populations crient leur colère et interpellent les autorités administratives sur la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire dans le septentrion du Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Hommes, femmes et enfants bastonnés, des biens emportés. Les malfrats sèment la terreur à Toubouro dans la région du Nord. Les habitants de plusieurs villages de cette commune ont perdu le sommeil la nuit tombée, craignant d'être à nouveau visités par les malfrats, qui n'hésitent pas à les torturer avant de s'emparer de leurs biens. Ils sont venus environ de 23 heures. Ils ont son nombre de 8 personnes. Ils ont entré chez moi. Ils ont arrêté 2 gens. Et ils ont arrêté mes femmes. Ils ont tapé mes femmes jusqu'à... Ils ont arrêté la première femme. Ils ont entré dans la chambre de deuxième femme. Ils ont arrêté. Ils ont tapé jusqu'à... que les femmes là, ils ont les bébés dans la main. Ils ont entré dans la chambre de mes frères. Ils ont arrêté 2 frères. Ils ont parti en brousse avec eux. Tout ce que j'ai labouré dans 10 ans, je laboure l'arachide et le maïs et aussi le coton. Ils ont pris 12 millions. Ils ont toqué jusqu'à 5 portes. Ils ne m'ont pas eu. C'est la 6e porte où ils sont venus toquer. Ils ont ouvert ça. Ils ont menotté ma main avec une chaîne avant de me faire sortir de la chambre. Une fois que ma femme a entendu tout ce bruit, elle est sortie. Et une fois qu'elle est sortie, on a tapé sur sa tête et elle s'est blessée au niveau du front. Ils m'ont attaché main, bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à. Ils ont vendu 8 têtes de mes bœufs et 8 chèvres, avec mes sacs de maïs ainsi que ma moto. Ces malfrats ne se limitent pas au butin emporté. Ils prennent également les populations en otage et exigent des rançons. Une fois qu'on m'a pris, on est allé me unir avec 2 personnes qu'on a pris à Gaïndiki. C'est comme ça qu'on nous a amenés en brousse. Ils nous ont amenés entre le Tchad et le Cameroun. On m'a demandé 25 millions. Je me suis battu, j'ai payé 2 millions comme rançon et c'est là où on m'a libéré. Furieux et exaspérés, les habitants de la commune de Toubouro sont allés rencontrer le maire qu'ils ont élu pour que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Un mémorandum signé de 3000 personnes a été transmis au sous-préfet de l'arrondissement de Toubouro par le maire. Ce mémorandum signé de plus de 3000 fils et filles de l'arrondissement de Toubouro, nous sollicitons entre autres qu'il y ait des opérations d'envergure pour sécuriser les populations, de les mettre en confiance afin de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations champêtres et pastorales. La commune de Toubouro est à la frontière avec le Tchad à l'est et la RCA à l'ouest. Une rocambolesque histoire défraie la chronique. À Bandioun, dans le département du Konki, région de l'Ouest, une jeune femme a succombé à de violents sévices corporels. Son conjoint, principal suspect, est accusé d'être son bourreau. Le mystère plane sur les mobiles d'un tel acte dans un couple qui venait pourtant à peine de célébrer leur mariage civil. S'agit-il de violences conjugales ou d'un crime passionnel? Où en sont les enquêtes? Élément de réponse avec Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. Voici une histoire d'amour qui vire au drame. Sur ces images, qui datent du 5 décembre 2020, Ariane et Alain Fotso, âgés de 28 et de 30 ans, jouent au cours d'une cérémonie de mariage grandiose, de s'aimer, de s'accepter et de se tolérer le restant de leur vie. À peine le mariage célébré, l'amour entre les deux va s'effriter, cédant place aux actes de violence du conjoint. Quand je suis arrivée ici, ma soeur me parlait quand même des problèmes qu'elle a avec son mari, que ça ne va pas. Parce que quand je restais avec je t'envie, elle me dit non, tu ne m'envies pas, tu ne sais pas ce que je vis. C'est là où elle commence à me raconter les menaces que son mari lui dit à la maison.
Elle me dit ceci, quand il reste, il dit que tu n'as personne, même si tu tues maintenant, c'est là, qui va parler, à part ta pauvre grand-mère là, qui va parler, ne voit personne, je n'ai peur de personne. Mise au courant de la propension de son gendre à recourir à la violence pour résoudre les problèmes de son couple, son beau-père le fit venir et lui tint ce langage. J'ai causé avec Alain, je dis Alain, tu es un jeune. Les jeunes dans le mariage doivent s'écouter, s'entendre. Tu es l'homme, tu dois apprendre à surpasser tout mal parce que tu es plus fort que ta femme. Elle peut parler certaines choses que tu ne peux pas, mais sois fort. Si je te dis ce qui se passe ici dans mon foyer, tu ne peux pas comprendre. Mais je me mets au-dessus pour être toujours le vainqueur. Ces conseils vont plutôt tomber dans les oreilles de sourds. Après le mariage, il a frappé sur ma fille, au point qu'elle est tombée. Elle a perdu. Oui. À la suite d'une énième prise de bec dimanche dernier, l'irréparable va se produire. J'étais au marché et on est venu me signaler que ma petite fille avait été tabassée toute la nuit. J'ai pris une moto de course et on est arrivé sur les lieux. À peine je vois ma fille totalement fatiguée. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, grand-mère, c'est Alain Fotso. Il m'a tué. Juste le temps de lui prendre la main, elle s'affaiblissait davantage. Conduite dans un état comateux à l'hôpital à l'UQAM de Banjoun, Ariane Kenyé, épouse Fotso, rendra finalement l'âme. Le certificat de genre de mort révèle qu'elle a succombé d'un traumatisme crânien sévère suite à une agression. Mais que reprochait-il à son épouse? Il est difficile pour l'heure de donner une réponse péremptoire, mais certaines sources indiquent qu'il la soupçonnait d'infidélité. Porté disparu après l'acte dont il est soupçonné d'être l'auteur, Alain Fotso, agriculteur bien connu à Banjoun, spécialisé dans la production des fraises et raisins, sera rattrapé par la police. Il est actuellement détenu au commissariat de sécurité publique de Banjoun, d'où il sera déféré pour répondre des accusations qui pèsent contre lui. En 10 ans de vie commune, dont plus de 9 en union libre, le couple Fotso a mis au monde de ses 4 enfants, respectivement âgés de 10, 7, 5 et 1 an. Éplorée, la famille de la disparue souhaite que justice soit rendue. Cette concession derrière nous rappelle désormais un triste souvenir à la famille Fotso. C'est ici que sa fille Ariane a été bastonnée jusqu'à mort sans suivre. Depuis le quartier Keng à Banjoun, Raphaël Tcheko, Vivien Tonfak pour Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, ce mouvement d'humeur survenu, mouvement d'humeur des employés de la société de transport et d'équipement collectif à Yaoundé. Ils ont garé les véhicules hier pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Une descente de l'autorité administrative a permis de calmer les esprits et surtout de pouvoir engager des discussions entre employés et l'administration de cette entreprise qui assure le transport urbain dans la cité capitale. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Au siège de la STECI, au quartier Lonkaka Yaoundé, aucun mouvement de véhicules. Les bus sont garés, les employés assis à la portière, comme pour barrer la voie à tout passager qui souhaite embarquer dans un véhicule. Chauffeurs et autres employés de la société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé, STECI, ont abandonné les volants. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Voici la lettre. Vous voyez, ça c'est l'inspection de travail. Ça c'est la STECI. Ça c'est le collègue délégué du personnel. Et voici la signature, ma signature et mon collègue. Vous voyez, nous avons parlé des bulletins de paie. Et nous avons demandé que les primes qui représentaient au niveau du personnel, nous avons demandé que nous les délégués du personnel. L'amertume et la désolation se lisent sur les visages. Si les employés s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de baisse drastique et injustifiée des salaires, ils notent dans le même temps que le peu d'argent qui leur est dû est versé sans bulletin de paye. Moi j'ai pris la peine, je me suis présenté à la direction générale. Verbalement, je leur ai dit
le personnel ne peut pas être payé sans bulletin de paye. Il avait dit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les rames de papier afin de nous fournir les bulletins de paye. Interpellé sur la question, l'administration de l'entreprise admet son incapacité à fournir des bulletins de paye. Motif évoqué, la conjoncture actuelle. Pour ce qui est des bulletins, c'est là que nous commençons actuellement. La situation n'est pas, c'est pas un refus d'un premier bulletin. Le contexte, n'est-ce pas, affecte aussi le travail au niveau du matériel. Donc, on est en train de se battre parce que c'est depuis août, en fait. Qu'il n'y a pas de bulletins, si sont nets. Arrivé sur les lieux, alors que c'est toujours un dialogue de sourds entre employés et personnel administratif, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qu'accompagnent des éléments des forces de l'ordre, joue la carte de l'apaisement. L'autorité administrative suggère aux manifestants de surseoir au mot d'ordre de grève jusqu'à la semaine prochaine. Moi je crois, je vous ai proposé, j'ai eu le ministre, j'ai eu le maire de la ville, j'ai eu le DG, j'ai eu tous ces responsables et devant vous. À la fin, j'ai suggéré au DG une concertation avec toutes ces parties et en votre présence. Et je vous prie d'attendre peut-être la semaine prochaine au plus tard. Après moult tractations, la direction générale de Stécy, selon le sous-préfet, aurait consenti à régulariser la situation salariale de ses employés. J'ai pu avoir le directeur général au téléphone. Nous avons échangé sur la question. Il a invité son personnel à plus de magnanimité et a rassuré de ce que, en dépit des difficultés que rencontre la société, les problèmes seront certainement résolus. Il a déjà mis sur pied un calendrier de paiement. J'ai suffisamment discuté avec le personnel tel que vous-même vous l'avez vécu. Je veux saluer ici leur sens de responsabilité parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'il y a à préserver cette organisation qu'est la Stécy. Preuve que le calme est de retour après une journée tendue. Le portail hermétiquement fermé jusque-là est réouvert afin de permettre la reprise des activités. Créé il y a quelques années en remplacement de la défunte société Le Bus, Stécy est engagé dans le transport urbain des passagers d'un point à l'autre de la ville de Yaoundé. Autre mouvement d'humeur observé cette fois-ci dans la ville de Douala, c'est la grogne des populations affectées par des inondations, conséquences des premières pluies diluviennes, redoutant une situation catastrophique à l'approche de la grande saison des pluies. Elles ont manifesté à l'esplanade de la mairie de la ville de Douala, dénonçant l'insuffisance des travaux de drainage dans la capitale économique du Cameroun, notamment dans les zones de Bépanda-Yongyong, Makepe-Misoké et Makepe-Misoké Petit-Vouri et Makepe-Maturité. Des détails avec nos reporters Robert Kenyé et Martin Abanda. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels considérables sont les réalités auxquelles sont confrontés les riverains de certains secteurs dans le 5e arrondissement de Douala. Les causes de ces incidents sont l'arrêt des travaux sur les drains, les constructions anarchiques sur les lits des eaux, Bépanda-Vouri par exemple, où les bâtiments d'une université sont dressés sur la rivière Bagna. Les petites économies qu'on a pu faire, les petits billets de 500 francs, l'eau emporte ça quand il pleut ou qu'on n'est pas à la maison. Et ici, il faut noter aussi un point très important, il y a des pertes en vie humaine. Quand je parle de pertes en vie humaine, il y a des petits enfants, on l'a écouté souvent, qui se noient parce que voilà, il y a de l'eau de partout et il n'y a pas moins, l'eau est vraiment abondante. Pluie ou pas, le ruissellement des eaux venues des quartiers environnants parvient toujours à inquiéter les ménages. C'est dans l'eau de quartier. Après les poissons, on a parlé. Parfois, on reste même là-bas en bas, il ne pleut pas, mais quand il pleut, par exemple de l'autre côté de la Guinness ou bien de l'autre côté, il y a l'inondation en bas sans pluie ici. Donc, brusquement, comme ça, on peut avoir même des pertes de vie humaine là, franchement. Et quand il pleut, alors ça annonce un peu dans tout, doit là imaginer ce que ça fait. Donc l'inondation là-bas c'est catastrophique. L'année passée nous on a fait des photos, on portait les enfants dans des maisons. Nous ne savons pas, il ne faut pas qu'ils attendent peut-être quand on aura déjà peut-être 4-5-6 mois avant de dire qu'ils vont faire les descentes de lieux. Ça c'est le moment approprié. Face à cette situation, une trentaine d'habitants des quartiers Makepe-Maturité, Bépanda-Yongyong,
Makepe Misoke et Bepanda Petit-Vouri a investi la mairie de la ville. Organisée autour de l'association On est ensemble, leur doléance est la résolution de ce problème qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui. Les dernières pluies ont causé des catastrophes graves et nous on venait ici pour interpeller le maire de ville une fois de plus, vu que c'est la énième fois, je dirais le quatrième courrier déjà, avec des pétitions qui accompagnent. Donc, le but de l'interpellation était pour lui demander de venir trouver des solutions pérennes à la situation que nous traversons. Une oreille attentive, celle du directeur du cabinet du maire, leur a été accordée. La promesse faite par ce dernier est dans un avenir indéterminé. Cela suscite davantage des interrogations sur l'avenir des grandes pluies dans quelques jours seulement. Pour plus d'explicité, l'équipe de nos reporters a échangé avec la cellule de communication de la communauté. Le responsable nous a laissé entendre que la continuité des travaux relève d'une procédure administrative qui ne saurait rendre sa copie des suites. Dans l'attente de la résolution de ce problème, les populations de ces quartiers ont décidé de jouer les réfugiés des inondations devant le bureau de monsieur le maire de la ville de Douala. Robert Kenyé, Martin Abanda, pour Equinox Télévision. Dans ces zones à risque se multiplient les inondations et des eaux stagnantes. Cela contribue à la multiplication des cas de paludisme. Comment lutter contre cette maladie au Cameroun? Des chercheurs camerounais reconnaissent l'insuffisance des financements. C'est le principal handicap auquel sont confrontés des chercheurs et scientifiques camerounais. Pourtant, ils proposent une stratégie anti-vectorielle pour mieux protéger l'homme contre les piqûres de moustiques responsables de cette maladie. Évocation avec Equa Claude et Nadine Yambo. En 2 ans, le Cameroun a enregistré une progression de près de 4 millions de cas du paludisme, révèle le ministère de la Santé publique. La maladie a connu une prévalence élevée en raison de la psychose liée à la pandémie de coronavirus. Le Covid était là, dont les patients Covid étaient à l'hôpital, dont les patients n'allaient plus à l'hôpital malgré leur état fiévreux, maux de tête qui sont les symptômes caractéristiques. Vous avez vu dans la présentation, les chiffres restent importants, 4 millions de cas qui sont toujours présents. Donc il y a encore des guidelines, il y a encore des gaps à mettre en place pour pouvoir continuer à diminuer, voire qui sait l'éradication. Face à l'évolution à grande échelle du paludisme